j'avais entendu parler de ça, mais je pensais pas que c'était, Il a dit, je il a pensais dit, pas que c'était à ce point. la phrase qui a résonné, c'est où vont les 3%? You got Canelo and Josh and all these guys, making $50 million, and these belts getting 3% of that. Where's it going to? How's it helping the fighters out? What are they doing with it? Quand Errol Spence donne des raisons aux fédérations de s'inquiéter, pourquoi le faire gagner plutôt que donner le combat à un Terence Bud Crawford qui s'exprime pas sur le sujet? C'est plus de l'influence, du lobbying, c'est des choses qui sont totalement acceptées. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont données au plus haut niveau du gouvernement, il y a ces mêmes paramètres qui rentrent en jeu. Pour moi, si Errol Spence réitère ce genre de déclaration, ça va être clairement pris en compte. Parce qu'un Errol Spence, c'est super dangereux. Hein, et si nous, on se le dit, il y a des gens dans les fédérations qui en parlent, qui font des réunions à ce sujet-là. Imaginez-vous un Errol Spence qui détrône Crawford, qui se place comme un des meilleurs boxeurs de notre époque et qui prend la parole en faveur du fait qu'il y ait moins de fédérations et qui prend la parole contre ces mêmes fédérations. C'est un danger énorme, justement. Donc pour moi, peut-être qu'en cas de combat serré, il va le payer. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOATs? J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, ça fait très longtemps, peut-être presque 3 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo et que vous nous harcelez en DM sur toutes les plateformes pour parler du combat de l'année potentielle en boxe anglaise, hein, le méga fight entre Errol Spence et Terence Crawford. Chose promise, chose due. Tout d'abord, Karl, comment vas-tu? Toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça va parfaitement, ça faisait un peu longtemps, mais moi, ça commençait à me titiller, ça me manquait de revenir sur la chaîne, parler boxe, MMA. Ouais. Et là, quoi de mieux que de revenir pour potentiellement le combat de l'année, voire un des combats de la décennie en boxe anglaise. On va débattre sur ça. Et bah, ça va parfaitement. Et voilà, let's go, hein, let's go. Et let's go. Avant de débuter, bien évidemment, je voulais vraiment cette fois-ci marquer le coup pour cet épisode et ramener quelqu'un qui respire le noblard, qui s'y connaît. Et on a un invité spécial. Massi, comment tu vas? Est-ce que tu veux te présenter pour les GOAT qui ne te connaîtraient pas? Ça va super. Merci à vous de m'avoir invité sur le podcast. Hein. C'est un honneur. Je suis votre travail, je suis ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et je suis vraiment content d'être là, de discuter avec vous, discuter entre passionnés. Moi, j'ai 27 ans. Je suis boxeur de base hein, depuis que j'ai 14-15 ans. Je boxe en pied-point, en kickboxing, K1 et Muay Thai. J'ai été plusieurs fois champion de France de kickboxing, de Muay Thai. J'ai fait l'équipe de France FFCDA, FFKMDA. Donc, les sports de combat, c'est quelque chose que je connais. Je suis un passionné du noblard, hein. Même si je suis pratiquant de pied-point, le paradoxe, c'est que je kiffe le noblard par-dessus tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je tâtonne justement pour peut-être passer au noblard par rapport à ça. Et il y a un an de ça, il y a un petit peu plus d'un an de ça, il y a des amis à moi, je discutais avec des amis et qui m'ont dit pourquoi tu te lancerais pas, tu as une bonne plume, tu as une bonne voix, pourquoi tu te lancerais pas sur les réseaux sociaux? J'ai vu que ça se faisait de plus en plus. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai pris mon MacBook, j'ai pris mon micro, j'ai commencé à faire quelques vidéos sur les réseaux sociaux, sur Instagram, puis sur TikTok. Ça m'a ramené quelques opportunités, ça m'a ramené par rapport, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles même soient justement des rencontres, mais au niveau du noblard. Et franchement, je suis un passionné, je suis absolument tout ce qui se fait dans le noblard. C'est quelque chose que je prends énormément plaisir à faire, que ce soit dans la conception de vidéos, que ce soit justement de parler, de discuter, de faire des réactions dans le monde du noblard. Et je suis vraiment content que j'ai un petit, en tant que tel, j'ai un petit, je sais pas si on peut parler de buzz, mais j'ai un petit retentissement sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça fait je suis content d'avoir un petit peu de reconnaissance et de parler aujourd'hui avec vous, avec passion. Donc merci à vous pour l'invitation. Et vu le sujet, je pense que ça sera un bon podcast et il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Bien sûr. De toute façon, j'afficherai la plateforme, donc Instagram, TikTok de Massi ici présent. Et le travail, moi déjà, avant de commencer, c'est mérité parce que le travail est vraiment bien fait. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ses plateformes et son travail. Merci à vous. Et de ta part, justement, c'est un grand compliment. Ça fait plaisir. Là, on va tout de suite entrer dans le bain. Donc là, maintenant, c'est le combat entre... Alors, déjà, avant tout, je précise pour les personnes, parce qu'on a aussi une grosse communauté MMA qui regarde les podcasts. Et pourquoi est-ce que c'est un combat qui a une grosse magnitude? Eh bien, les palmarès, déjà, il faut comprendre. On a Terence Crawford, 39 victoires, 0 défaite, 30 KO, qui détient la ceinture WBO de la catégorie des poids welter, qui va faire face à Errol Spence, 28 victoires, 22 KO, invaincu, et qui détient les 3 autres ceintures des autres fédérations majeures, IBF, WBA, WBC. Le combat aura lieu le 29 juillet à la T-Mobile Arena, le samedi. Les gars, vous déjà, dans un premier temps, je commencerai par toi, Massi, quelle a été ta réaction
quand tu as enfin eu cette officialisation? Surtout dans le contexte actuel, on a l'impression que les combats commencent enfin à se réveiller. Mais moi, après Garcia contre Davis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils veulent s'affronter d'un coup. Vous êtes sans doute de la même génération que moi. On est la génération qui a attendu 7 ans, 8 ans pour Mayweather-Pacquiao. En 2009, je me rappelle quand j'ai commencé à regarder la boxe, je disais à tout le monde, tu sais, quand t'es fan de boxe, tu saoules un peu tout le monde, tu vois, tu dis oui, regardez tel combat. Je commençais à dire à tout le monde, il va y avoir Mayweather-Pacquiao. On l'a eu en 2015, un combat qui avait rien à voir. Ouais. Et là, mais la première réaction, c'est qu'est-ce qui leur arrive à ces boxeurs de vouloir s'affronter tout d'un coup? Après tant d'années où on a eu des affrontements soit qui se sont pas faits, ou soit qui se sont faits à un moment qui était totalement décalé. Mayweather-Pacquiao, quand ça arrive en 2015, Pacquiao, il a subi un KO contre Marquez. Il est plus le même. C'est plus le même boxeur. Il se jette plus de la même manière. Mayweather se dit c'est bon, je le prends. Et on a un combat qui est frustrant et qui est décevant à un point qui est pas possible. La première chose que je me suis dit, et je pense que c'est pour ça qu'on vit, parce que qu'on vit la boxe, c'est pour ça qu'on regarde la boxe. C'est le plus fort contre le plus fort à un instant T. Et je sais pas s'il y aura un parallèle, ta chaîne c'est The Goat et MMA Boxing, mais pourquoi les gens regardent le MMA? Parce qu'aujourd'hui, avec l'UFC, et attention, parce que ça va être remis en cause avec le PFL et d'autres promotions. Moi, je pense que l'UFC va suivre le même chemin que la boxe ces dernières années. La seule question, c'est est-ce qu'elle va être capable de surmonter ça? La question, ça va être justement dans cette promotion, dans le fait que ces deux boxeurs s'affrontent, Bud Crawford et Spence au meilleur de la forme. Est-ce que ça va perdurer? Et ma réaction, elle a été justement, waouh, incroyable. D'un coup, les meilleurs boxeurs s'affrontent. On vit pour ça. Le Noble Art, c'est fait pour ça. C'est fait pour voir les meilleurs s'affronter à un instant T. Et là, que ce soit Bud Crawford ou Terence Bud Crawford ou Errol Spence, on a les deux boxeurs à leur prime, à un moment où aucun des deux n'a perdu et au meilleur de leur forme. Donc c'est incroyable et ma réaction, elle a été folle. Exact. Mais pour rebondir sur ce qu'il dit, je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps maintenant, on a enfin des champions qui s'affrontent dans les mêmes KT pour unifier les titres. Et ça, c'est quelque chose de beau et on ne le voyait pas souvent en boxe. On ne le voyait pas souvent. Il y avait un peu chez les poids lourds où on avait des beaux combats. On arrivait à avoir des champions qui s'affrontaient en poids lourd. On avait Canelo un peu aussi. Canelo qui prenait pas mal de risques. Il n'y avait pas beaucoup de fighters qui prenaient les risques, en tout cas en tant que champion. Tu vois, il y en avait peu qui prenaient ces risques-là. Monter de catégorie, aller affronter les champions d'autres catégories, etc. Et là, voilà, ça se libère enfin. On a eu les Gervonta. Bon, Gervonta et Ryan Garcia, c'est pas forcément champion contre champion, mais voilà, c'est deux stars de la KT qui ont enfin osé s'affronter. Ça se débloque. Là, on a, pour moi, le combat vraiment des sûrement 5 dernières années. C'est le combat pour moi, Errol Spence contre Terence Crawford. Ça fait combien d'années ça fait qu'on veut le voir, ce combat? Que ça parle dans les deux camps. Qu'on voit des vidéos d'eux qui se tu vois, trash talk, qui se parlent, qui teasent un peu, mais sans jamais réellement parvenir à un accord. Et là, enfin, on a l'accord et ça va être magnifique. J'attends avec impatience. Et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée en boxe anglaise et que maintenant, à partir de maintenant, on va commencer à avoir des champions qui s'affrontent entre eux dans des super combats pour unifier leurs titres. Exactement. Pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, moi j'aimerais aussi noter la place importante des médias indépendants qu'il y a eu dans le build-up de ce combat-là, hein, parce qu'on a pu voir qu'il y a des gros médias français, notamment comme RMC Sport ou d'autres, qui n'ont pas hésité dans leur teasing de ce genre de combat à réutiliser des images de médias indépendants tels que ES News aux États-Unis ou autres, pour vraiment montrer l'ampleur que ça a pris quand les gens les filmaient à chaque fois qu'ils se rencontraient en réel. Donc on voit que vraiment là, c'est un combat qui a une très grosse magnitude et que les gens attendent énormément. Et j'aimerais rajouter une chose, c'est que je pense que on est dans une année, justement, comme tu l'as très bien dit, Massi, où les boxeurs s'affrontent tous. Et avant même, je ne sais pas si tu pourras confirmer ce que je dis, hein, avant même Ryan Garcia, Gervonta Davis, il y a eu des combats, moi, je pense, qui ont lancé cette dynamique en début d'année. Je pense notamment, et ça, c'est peut-être pas le grand public qui connaît ce genre de combat-là, mais notamment à des Caleb Plant comme contre David Benavidez, c'était un peu moins mainstream. Pourtant, le fait que ces deux-là s'affrontent, juste après, on a eu des officialisations en chaîne qui se sont enchaînées. Et je me dis, ce genre de combat-là, il faut aussi leur donner du crédit parce que je pense que c'est grâce à ces combattants-là qui ont mis leur palmarès en danger, à risque, qui a justement motivé les autres boxeurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, notamment Massi.
Pour moi, c'est les poids lourds qui ont, de ce que je pense, de ce que j'ai observé, c'est les poids lourds qui ont sonné la révolte. Le premier combat, moi, justement, qui a sorti un peu les gens de leur frustration, ça a été Joshua Klitschko. Quand on a fait Joshua Klitschko, même si Klitschko était un petit peu sur la fin, bon, quand on voit le combat qu'il a fait, il n'était pas sur la fin. Hein. Pour moi, il aurait peut-être même dû gagner ce combat, il aurait dû le gagner, mais bon, c'est le jeune lion qui détrône l'ancien, c'est dans la continuité des choses. Les poids lourds, ils ont sonné la révolte. Quand on a eu Joshua Klitschko et qu'on a eu Tyson Fury contre Wilder, les combats, on a vu des champions qui se sont affrontés à un instant T. Et on a vu dans tous les combats qui se sont faits un spectacle qui était incroyable. Joshua Klitschko, ça a été un combat qui a été fou. Fury Wilder, ça a été une trilogie qui a été incroyable. C'est une trilogie de combats qui a été épique. Même si Tyson Fury surdomine sur le deuxième, le premier et le troisième combat, ça aurait pu tourner en la faveur de... Ça tenait à rien que Deontay Wilder gagne sur le premier, dans le dernier round où il met KO, où il met un knockdown à Tyson Fury, ou sur le troisième, quand à la quatrième reprise, il met 2 fois au sol. S'il ne se relève pas, Fury, c'est pareil. Et je pense qu'on a eu un aperçu de ce que ça donne 2 personnes à un instant T. Il y a peut-être eu des promoteurs qui ont vu les intérêts qu'ils avaient à avoir dans ce genre d'affrontement. Et on a des boxeurs maintenant qui s'affrontent à ce niveau-là. On a toujours eu cette frustration de ces personnes qui pensaient, et c'est peut-être dû aussi au départ de Mayweather dans ces catégories-là. Parce que Mayweather, je ne sais pas si on se rappelle, il catalysait beaucoup de haine contre lui. À chaque fois qu'il affrontait un boxeur, on l'appelait le cherry picker. Les Anglais l'appelaient le cherry picker. Quand il affronte Pacquiao et que Pacquiao a 36 ans, on dit oui, Pacquiao est trop vieux. On oublie que Mayweather, moi je suis un défenseur de Pacquiao, mais on oublie que Mayweather, il en avait 38, il a 2 ans de plus. Quand il affronte Saúl Alvarez, on dit oui, mais trop tôt. Saúl Alvarez, à 23 ans, c'était un danger public déjà. Même s'il n'était pas aussi fort qu'à 28 ans, 29 ans, vous voulez qu'il affronte quand il a 43, 44 ans. On lui a dit Alvarez est fort. Il a affronté Alvarez, il a humilié. Mais là, on a des affrontements entre deux boxeurs qui sont au pic de leur forme à un instant T, et ça donne des affrontements incroyables. Et pour moi, ça va faire que suivre. Parce que forcément, on va avoir un spectacle qui est incroyable, et il y aura un appel d'air. Les promoteurs vont se dire, mais il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc peut-être que, en fait, on était tellement dans une ère de stagnation que maintenant, on sort de cette ère de stagnation par le fait qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui aient franchi le pas. Et juste rapidement pour rester sur le cas Mayweather, pour revenir un peu dans le passé, on se rappelle aussi qu'il y avait une énorme frustration, je ne sais pas vous si vous vous souvenez, mais lorsqu'il évitait entre guillemets un peu Amir Khan aussi, à un moment où Amir Khan il était dans son prime. C'est-à-dire que Mayweather, il a eu malheureusement exactement ce que Canelo subit en ce moment, actuellement. C'est que peu importe la direction où il va aller, même si c'est un combat difficile et légitime, on va dire qu'il ducte un autre combattant. Et c'est dans la situation dans laquelle se retrouve actuellement Canelo, c'est dans la situation dans laquelle s'est retrouvé Floyd Mayweather. Sauf que Floyd Mayweather, lui, c'était un peu plus impressionnant parce qu'il n'a jamais perdu. Et comme il n'a jamais perdu, même si à des moments, c'était très serré. Et comme il n'a jamais perdu, et ben, les gens voulaient impérativement le voir perdre. Et malheureusement, quand tu es en carrière, tu dois faire des choix. Tu n'es pas dans la même configuration unifédérationnelle de l'UFC où bah, tu vas passer par tout le monde de ta catégorie. Là, c'est complètement différent et c'est un business totalement différent. C'est pour ça qu'il faut applaudir quand on voit ce genre de configuration-là. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, avant qu'on entre dans l'analyse sportive, de penser à un Jaron Ennis, malheureusement, qui va peut-être en pâtir de cette... Comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Jaron Ennis, qui actuellement est un poids welter qui détruit tout sur son chemin, Boots, de Philadelphie, et qui espère, lui, que ce combat-là sera une domination unilatérale et qu'il n'y aura pas de rematch, sachant que les 2 combattants ont une rematch clause. Donc là, moi, je pense qu'il y aura forcément un rematch et que malheureusement, Jaron, hein, c'est peut-être cru ce que je vais dire, mais je pense qu'il affrontera aucun des 2. Parce que les 2, leur plan, c'est de monter. C'est de monter après cette peut-être potentielle trilogie, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ils veulent monter de catégorie. Donc, je ne pense pas que Jaron Ennis pourra saisir l'instant d'avoir un combat pour toutes les ceintures. Je pense qu'il va devoir repasser par, comme Errol Spence l'a fait, aller chercher une par une. Donc, voilà. Mais c'est clair, et surtout que là, on est dans une catégorie de poids. Bon, mis à part le fait que, quoi qu'il arrive, c'est Errol ou Crawford ou Terence Crawford gagne, quoi qu'il arrive, voilà, on va dire ils auront plus grand challenge et ils pourront monter pour le challenge sportif, mais aussi c'est quand même une catégorie, par exemple, je pense à Errol Spence, il cut énormément quand même, le cut il est vraiment difficile pour lui, cette catégorie, on n'oublie pas ça aussi, hein. C'est pas simple sur tout le long de sa carrière de cutter comme ça. C'est au bout d'un moment il faut
faut savoir monter quand l'âge te l'oblige, tu vois. Il faut voir leur catégorie. Terence Crawford, moi je l'aime beaucoup, mais c'est un mi-lourd le mec. Il faut arrêter. Enfin, les boxer dans ces catégories-là, quand on regarde, je pense qu'ils font à peu près la même taille. Ils font à peu près 1m85, Errol Spence et Terence Crawford. Errol, là, sur le site où je suis, il fait c'est ça, 1,77. À l'époque, autour de 1,80 en tout cas. Pour faire, il me semble qu'ils sont tous les deux approximativement à 1m85. Thomas Hitman Hearns, à son époque, lui qui était un poids moyen, qui était dans ces alentours-là, qui était entre les poids moyens et les welters, justement, c'était exceptionnel du fait de sa taille et de sa largeur d'épaule de boxer dans cette catégorie-là. Thomas Hitman Hearns, pourtant, il n'est pas géant quand tu regardes un peu le morphotype. C'est un peu le morphotype de Errol Spence ou de Terence Bud Crawford. Et pour revenir à ta remarque, justement, quand tu parlais justement des promotions ou de l'UFC, moi je pense personnellement que l'UFC va suivre l'UFC, le MMA va suivre le même chemin que la boxe anglaise. Et on est en train de voir ce qui est en train de se passer. Parce que forcément, quand l'UFC arrive, et met un grand coup de pied dans la fourmilière au sport de combat. C'est-à-dire que tu as Dana White qui arrive avec l'UFC des années 2010-2020. Il y a Dana White qui ordonne un combat et le combat est fait. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que l'UFC est une promotion, l'UFC a l'exclusivité sur tous les combattants et l'UFC justement a le... Et du fait qu'il n'y a pas de concurrence. Quand on combat à l'UFC, on ne combat pas dans une autre organisation. Dana White dit tel combat à un instant T, le combat se fait. Pour quelqu'un qui regarde la boxe, c'est ouf. Quand on voit que le temps qu'ont mis certains combats à se faire. Là, ce qu'on est en train de voir, parce qu'il y avait d'autres organisations, on a le Bellator, le PFL, mais dans les autres organisations, il n'y avait pas des combattants majeurs. Le Bellator, c'était une cour de l'UFC. On va au Bellator avant l'UFC, ou on va après quand on est un vétéran. Il n'y avait pas de concurrence directe à l'UFC. Là, on voit que le PFL commence à signer pas mal de combattants. Ils ont fait un coup avec Ngannou. On commence à parler de rémunérations qui sont supérieures à celles de l'UFC pour des combattants qui vont démarrer. On commence à parler de certains champions du PFL qui, en comparaison avec des combattants de l'UFC, il y a des spéculations sur le fait que les champions du PFL seraient plus forts, même si, bon, il faut relativiser les choses, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Ouais. Dans 5 ans, 10 ans, est-ce qu'on ne sera pas dans une situation où il y aura des personnes qui voudront voir des combats entre les champions de l'UFC et les champions du PFL ? Et est-ce qu'on ne se retrouvera pas dans la même situation avec que celle de la boxe anglaise, avec des combattants de Showtime et de Top Rank et des mecs qui veulent voir un tel et un tel s'affronter. Moi, c'est la question que je pose. Je pense que le MMA, pour le moment, suit la route de la boxe anglaise. Exactement. En plus, parallèlement, c'est les mêmes. Il y a des deals télé qui sont faits avec ces promotions-là et il y a commencé à avoir des rues, des streets qui se discernent. En gros, tu vas de tel ou quel côté, tu as tel contrat. Et donc, c'est vrai que dans 5 ans, on peut voir potentiellement, même potentiellement moins, quelque chose qui ressemblerait à la boxe. Notamment en termes de profit, parce que ce qui ferait peser la balance, je pense, et ce qui donnerait envie à Dana White d'endosser ce rôle-là de Bob Arum et de faire des combats un peu de cross-fédération, ce serait son gain financier. Et là, avec l'argent qu'a réussi à lever le PFL, ça peut intéresser potentiellement l'UFC et l'NDA. Donc, je pense que voilà... Est-ce qu'il a un intérêt ? Pour moi, c'est un cadeau qui est empoisonné. Parce que est-ce que Dana White a intérêt... Là, tout de suite, non. Parce que pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Est-ce que Dana White, il a intérêt à mettre, pour le moment, parce que peut-être que ça va se faire par la suite, à mettre en jeu la réputation de l'UFC ? C'est-à-dire que s'il accepte un combat dans lequel la réputation d'un champion de l'UFC est en jeu contre un champion du PFL et qu'il se trouve que le mec du PFL gagne, ça va être un cheval de Troie pour le PFL qui va s'immiscer et qui va remettre en jeu la légitimité de l'UFC. Parce que c'est quoi l'image de marque de l'UFC ? C'est la promotion numéro 1 dans le monde du MMA. Et c'est comme ça. C'est comme la NBA. La NBA, elle n'a pas de concurrent au niveau basket du monde. D'ailleurs, quand des basketteurs, une équipe gagne un titre de NBA, ils sont champions du monde. Pourtant, la NBA, c'est une ligue nord-américaine. Il y a deux équipes, il y a 2 équipes canadiennes et il n'y a que des équipes des États-Unis. Mais ils se déclarent champions du monde. Ils se déclarent champions du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de concurrence. On ne les compare pas à la Pro A française ou à des championnats européens qui peuvent être bons. Et si cette image de marque de l'UFC, de meilleure promotion du monde, est remise en jeu, ouais. Pour moi, on va avoir un univers du MMA qui va peut-être devenir multipromotionnel. Ça peut être intéressant. En tout cas, on tend vers ça, ouais. Exactement. Là, pour un peu plus entrer dans l'aspect sportif du combat entre Errol Spence et Terence Crawford, on voit qu'on a 2 personnes qui, mentalement, sont très, très solides, sont caractérisées de par leur passif, que ce soit pour le comeback de cet accident de voiture très impressionnant
qui aurait pu mettre fin à la vie de n'importe quel civil normalement constitué, comme je l'ai dit dans mon dernier documentaire. Moi, quand j'ai vu ça, c'était sur GTA. La dernière Exactement. fois que j'ai vu ça, c'était sur GTA. Exactement. Errol Spence a survécu, pour ceux qui ne sont pas au courant, à un accident de voiture. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'il n'avait pas la ceinture attachée. Du coup, il a pu être éjecté de sa voiture qui a fait des tonneaux à je ne sais combien de kilomètres heure. Il a survécu. Il y a eu beaucoup de séquelles dont je parlerai justement dans l'analyse un peu sportive qui pourront peut-être jouer. Terence Crawford, lui, dans son adolescence, a survécu à une balle dans la tête qui a traversé justement sa tête. Je ne sais pas pour ceux qui sont au courant. Et il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il a survécu à ça. Donc on sait que c'est des gens qui mentalement ont déjà vécu des choses assez intéressantes. Et sur le ring, ça se manifeste. Parce qu'on voit que c'est des boxeurs qui savent tout faire et surtout avancer, détruire au corps. Pour Errol Spence, souvent, c'est ce qu'il caractérisait et ce qu'il caractérise encore, son travail au corps, sa destruction physique et mentale, son travail de sape. Et on a un Terence Crawford aussi qui aime beaucoup, bah, ça s'est vu sur ses derniers combats, hein, qui est aussi un destructeur, mais un peu plus technique, un switcher, c'est-à-dire qui est caractérisé pour avoir une boxe légèrement supérieure techniquement à Errol Spence, d'après les spécialistes en général. Vous, comment est-ce que vous voyez ce combat-là, en commençant par toi, Massy, potentiellement se dérouler et est-ce qui aurait l'avantage sur l'autre aujourd'hui? Je parle bien aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en prenant en compte un peu les cicatrices et blessures de chacun. Moi, pour moi, il y a un combat référence pour les deux, c'est Sean Porter. Exact. Et Sean Exactement. Porter, quand on voit, moi j'aime beaucoup Errol Spence. J'aime sa manière de boxer. Je le considère comme un boxeur d'une technicité supérieure à Terence Crawford. Oh, J'ai plus de plaisir à regarder Errol Spence boxer. Enfin, j'ai eu plus de plaisir à regarder Errol Spence boxer que Terence Bud Crawford. Mais si on regarde ce combat de référence entre ces deux boxeurs, qui est celui de Sean Porter contre Errol Spence et celui de Errol Spence et de Terence Crawford contre Sean Porter, on se rend compte que Errol Spence contre Sean Porter, il y a un combat qui est très disputé. Et d'ailleurs, c'est un peu un boxeur bizarre, Sean Porter. Il a pas de. C'est dommage qu'il n'ait pas eu de plan de carrière. C'est dommage qu'il va un peu au casse-pipe. Et c'est dommage qu'il est un peu bizarre. Quand tu l'attends, il n'est pas là. Et quand tu l'attends pas, il sort un combat de malade. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai de Sean Porter. Mais ça reste un combat facile pour personne, je trouve. Exactement. Oui, mais. Enfin, c'est le genre de combattant chiant, tu ne sauras jamais comment ça va se Exactement. passer à l'intérieur du ring. Et justement, quand tu regardes Terence Crawford et le combat de Terence Crawford contre Sean Porter, tu vois quand même une nette domination de Terence Crawford sur Sean Porter. Tu vois qu'il lui impose quelque chose physiquement. Moi, j'avais l'impression même qu'ils étaient même pas dans la même catégorie de poids, ces deux mecs-là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mi-lourd qui boxe contre un moyen ou un welter. C'est quoi ce. Même physiquement, de par ce qu'imposait Terence Crawford à Sean Porter, il y avait une différence. La logique voudrait que Terence Crawford, avec tous les événements, si on prend les événements logiques qui sont en plus l'accident de voiture qu'a fait Errol Spence, depuis, il n'a pas beaucoup combattu, on ne sait pas, il n'a pas été super dominant depuis. Donc, la logique voudrait que Terence Crawford l'emporte, mais personnellement, je mets une pièce sur Errol Spence qui crée la surprise. Je donnerais Errol Spence au point. Je ne vois pas battre Terence Crawford au point, mais je vois Errol Spence plus félin, capable peut-être de se déplacer, de bouger et de mettre à mal les plans de Terence Crawford. Je vois pas un des deux tomber, je vois pas un des deux prendre un KO. voilà. Mais selon toute logique, Terence Crawford devrait l'emporter. Mais moi, je prends le pari de mettre Errol Spence sur le combat. J'aime beaucoup cette analyse. Karl, tu veux rebondir dessus? Écoute, moi, je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui de sortir une analyse où tu vas mettre l'un vraiment devant l'autre nettement, tu vois. Les deux, c'est des gros combattants. Moi, c'est vrai que je caricature un peu, mais moi, de mon côté, je vois plus Errol Spence. C'est un mec, il marche vers l'avant, il détruit. Plus les rounds y passent, plus tu manges des dégâts et c'est dur c'est dur de finir un combat de 12 rounds face à lui. C'est quelqu'un de très puissant pour la KT, il cut beaucoup, il a pas une puissance de welter du tout. Ses coups, ils font mal. Même quand tu te protèges, ses coups, ils font très, très mal. Et c'est un mec, en fait, ouais, sur 12 rounds, c'est dur d'encaisser. C'est très dur. Donc, pour moi, il faut avoir un bon jeu de jambes. Et c'est justement ce qu'a, pour moi, Terence Crawford. Il a un très bon jeu de jambes. Le mec, il switch de garde normal comme si c'était de l'eau, de gaucher, garde de gaucher, garde de droitier. Il sait tout faire. Pour moi, toi tu t'as dit que tu voyais Errol Spence plus technique, Massy?
Je le vois plus. Parce que moi c'est justement, j'allais dire, c'est un peu l'inverse. Moi, je vois Terence Crawford qui a une plus grosse palette technique, mais je vois de l'autre côté, Errol Spence qui est plus puissant, qui va faire plus mal lorsqu'il va toucher. Après, c'est ça. Moi, Après, c'est ça que je vois. Parce que palette technique, après, il y en a, ils disent offensive ou défensive. C'est-à-dire que. Défensive. Voilà, tu vois, il y en a, ils ne savent pas vraiment. Il y en a, ils disent que Terence Crawford a plus d'armes offensives. Il y en a qui disent que c'est l'inverse. C'est vraiment très mitigé. C'est mitigé. Moi, je vois Errol Spence plus félin. C'est vrai que technique, c'était peut-être pas le mot. Je le vois plus félin que. Félin peut-être parce que les gens ont tendance à sous-estimer, parce que la majorité des spécialistes voient Terence Crawford plus technique. La majorité. Mais ils ont tendance à sous-estimer cette habilité à neutraliser la boxe de son adversaire d'Errol Spence. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi, Massi. Et j'ai quelque chose, et c'est super intéressant ce que vous avez dit, hein, notamment sur ce combat référence, parce que moi, j'en rajouterai un deuxième. C'est celui face à Kell Brook, où les deux ont affronté Kell Brook. Notamment Errol Spence pour son premier titre où il allait le chercher à Sheffield, si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux ont récemment, donc là, je vous lance une petite info un peu exclue que je suis allé chercher sur les podcasts anglais et américains. Les deux se sont exprimés sur le même podcast simultanément. Et ont parlé, ont échangé. Et Sean Porter a dit et a noté que lorsqu'il avait affronté Errol Spence, il avait noté une certaine tendance de ce dernier à se frustrer lorsqu'il se faisait toucher. C'est bizarre, hein, parce que moi, j'ai l'impression que c'était plus Terence Crawford qui se frustrait. Mais non, il a dit que c'était Errol Spence qui avait la tendance à... C'est-à-dire que tout le monde est frustré dans un combat, mais Errol Spence le laissait un peu plus voir que Terence Crawford. Et ça a été de suite, à la minute, validé par Kell Brook, qui lui aussi a affronté un Errol Spence. Il a dit, je pense aussi que Errol Spence a tendance parfois à se frustrer et peut-être que Terence Crawford peut capitaliser là-dessus. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir ça parce que je pense que c'est vraiment celui qui va être le plus calme. Le premier qui va perdre son calme, ça va être très, très compliqué. Ça va être vraiment... Et on sait que Errol Spence est quelqu'un de justement très, très calme. C'est ça qui est très intéressant dans ce combat-là. C'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la foudre. Moi, quand il me dit que Errol Spence est frustré, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment être en face de lui pour le sentir. Parce que nous, de l'extérieur, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ça, qu'Errol Spence, il est frustré. Quand on a deux adversaires qui l'ont affronté et qui ont affronté aussi un Terence Crawford, on se dit, c'est super intéressant. Et moi, je pense ce qui va jouer, c'est moi aussi, je ne vois pas du tout, je ne vois pas de finish, je ne vois pas de KO dans ce combat-là. Je ne vois pas de KO à proprement parler. Par contre, je peux voir un finish des deux côtés, je peux voir un doctor stoppage. Des deux côtés, et je vous explique pourquoi. Premièrement, Terence Crawford a cette habilité-là qui m'a surpris à appuyer sur l'interrupteur quand il est en danger et à terminer le combat. Ça s'est vu face à Sean Porter, où il y a justement, et j'avais fait une vidéo, je crois, sur Box Attitude il y a ça quelques années, big up à lui, où on devait dire le moment le plus marquant de l'année. Et moi, le moment le plus marquant de l'année, c'est quand on arrive au 10e round, il y a son coach qui lui parle et qui lui dit « T'es derrière. T'es derrière au point face à Sean Porter. » Alors que lui, pendant tout le combat, il disait « Mais non, moi, je suis devant. » Non, non, tout le monde dit que t'es derrière, il faut que tu le mettes KO. Il a dit « Ok. » Il se lève du coin, il switch, il le met KO sur un contre. Il termine le combat. Ça c'est quelque chose qui caractérise vraiment un Terence Crawford. Errol Spence, il a aussi cette capacité-là à finir ses combats, mais de manière un peu moins spectaculaire. Et dans son combat face à Ogas, où justement il a réussi à le stopper grâce à un docteur stoppage, il y a quelque chose qui m'a légèrement inquiété. C'est lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce combat-là, où à un moment, il y a un moment de flou, il se mange un coup, il regarde dans le vide, et après il se remange un enchaînement, il finit dans les cordes, et il y a l'arbitre qui stoppe comme ça, et qui dit reprenez. On ne sait pas pourquoi l'arbitre a arrêté, mais si l'arbitre n'avait pas stoppé, potentiellement, Errol Spence aurait fini down. Et Errol Spence, dans une interview, est revenu sur cet épisode assez ambigu, et il a dit qu'au moment, il était très honnête, et je respecte énormément son honnêteté. Je vous mettrai le lien, je vous l'enverrai, je vais essayer de le mettre dans la description, où il s'exprime, c'est un reel notamment d'une interview podcast qu'il a fait récemment aux États-Unis, et il a dit, lorsque je me suis fait taper par Ogas, ça devait être un jab, un crochet, j'ai eu l'impression que mon protège-dents avait disloqué mes dents. Donc, c'est-à-dire que là, il faut savoir que, un point important à noter, quand il a fait son accident de voiture, toutes ses dents de devant ont sauté. C'est-à-dire que toutes les dents que vous voyez actuellement, c'est pour ça qu'au début, même quand il est revenu, ça a fait polémique quand il parlait, parce qu'il avait du mal à s'exprimer. Toutes les dents qui sont là, il faut savoir que ce sont des dents, alors je ne suis pas dentiste, hein, mais ce sont des dents artificielles. Donc, je trouve que c'est plus solide que des dents naturelles. Hein. Je ne sais pas. Ça doit être bien fait. Exactement, c'est très bien fait. Mais il faut savoir qu'il toutes les dents qu'il a actuellement là,
sur du devant, c'est artificiel. Ce sont plus les dents naturelles. Elles ont toutes sauté dans l'accident de voiture. Et moi, j'ai envie de dire, si Ougas te cause cette incertitude, qu'est-ce que ça va être face à un puncher comme Terence Crawford? Mais ton anecdote, elle me rappelle, elle me rappelle le combat de Mohamed Ali à Manille. Quand l'arbitre arrête Joe Frazier, parce qu'il faut savoir que Joe Frazier était aveugle d'un œil à la visite médicale. Et en fait, l'arbitre arrête Joe Frazier parce que forcément son œil se fermait et Joe Frazier ne voyait plus rien. Et il voulait continuer. Le pire, c'est que Joe Frazier il voulait repartir, mais bon, il allait mourir sur le ring. Et juste avant que l'arbitre stoppe Joe Frazier, Ali dit à Angelo Dundee, j'en peux plus, coupe mes gants. Il faut savoir, il fait 40 degrés à Manille. C'est un des combats peut-être les plus violents de l'histoire. C'est un spectacle horrible, effroyable. Les deux boxeurs, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Et en fait, Ali, il me semble que c'était, corrigez-moi, c'était à la 11e reprise, 7e ou 11e, je ne me souviens plus, il dit à Angelo Dundee, coupe mes gants, j'en peux plus, je vais mourir. Et juste avant que la décision ne parvienne à l'arbitre, il y a comment dire ça, il y a l'arbitre qui stoppe Joe Frazier pour des raisons médicales, parce que son œil se fermait. Et moi, cette anecdote, elle me rappelle un petit peu ça. Exactement. Et moi, je suis d'accord avec toi. Si lui a causé ça, qu'est-ce que ça va en être de Terence Crawford? Qu'est-ce que ça va en être? Et c'est intéressant parce que on sait que normalement, ça ne devait pas être dans ce cas-là. C'est-à-dire que je vous promets, s'il n'y avait pas eu l'accident de voiture, beaucoup de personnes, la majorité aurait donné Errol Spence vainqueur. Pourquoi? Parce que Terence Crawford, c'est quelqu'un qui, justement, on va dire, il a un mental qui surpasse ses capacités physiques. C'est-à-dire que déjà, quand il se fait toucher, notamment face à Mean Machine, il a de l'orgueil et il avance tout de suite. Il a beaucoup d'orgueil. Dès lors que Terence Crawford va se faire toucher par Errol Spence, il va enclencher la marche avant. Exactement. Juste parenthèse. Vas-y. Juste qu'il va enclencher la marche avant. Mais en enclenchant la marche avant, le problème, c'est que si tu restes en face d'un Errol Spence, qui que tu sois, de la catégorie des super lourds en boxe anglaise à je ne sais où au welter, tu vas finir avec un orbite cassé si tu restes en face d'Errol Spence. Même aujourd'hui. Aujourd'hui, tu restes en face d'Errol. Et moi, j'ai envie de voir comment est-ce que Terence Crawford va réagir à ça. Parce que pour moi, c'est du 50-50. Je vois Terence Crawford se faire potentiellement stopper. Je le vois dominer techniquement Errol Spence, mais potentiellement se faire stopper par l'arbitre. Oui, comme tu as dit avec et je vois aussi Errol Spence se faire stopper par l'arbitre à cause justement de ce problème buccal qui est assez préoccupant. Ouais. Donc moi, est-ce qu'on n'est pas biaisé par des visions fantasmées qu'on a des combattants? Tu vois, par exemple, quand tu regardes John Jones contre Cyril Gane, moi, quand je voyais le combat, bon, je sais à quel point John Jones est dominant. On l'a vu évoluer. Mais en fait, moi, j'arrivais pas, j'avais une vision de Cyril Gane. Il sortait du combat contre Ngannou. Je le voyais pas se faire stopper. Je le voyais jamais se faire humilier, Cyril Gane. Je me disais, en fait, c'est du 50-50, ça va être une guerre. Et ce qui m'a choqué, c'est 1 minute étranglement. Et moi, ça m'a choqué parce qu'en fait, ça m'a fait descendre d'un nuage en me disant, mais en fait, ce qu'on s'imagine d'un combat, c'est pas forcément la réalité. Si ça se trouve, on se dit, oui, le combat va être 50-50 équilibré, on va se rendre compte qu'en 3 rounds, Terence Crawford va prendre le dessus et va le punir. Est-ce qu'on n'est pas biaisé par une vision qu'on a fantasmée des combattants? On est forcément chacun biaisé, tu vois, par... En fait, on gravite tous entre ce qu'on aimerait voir et la réalité. Tu vois, c'est sûr, on est toujours un peu biaisé. On n'est pas 100% collé sur la réalité. On a nos visions fantasmées des choses, ce que nous, on aimerait dans notre inconscient, tu vois, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que tu faisais un parallèle comme ça. Je pense que tu l'as pris un peu au hasard, l'exemple. Mais par exemple, Cyril Gane, il a quoi, 10 combats? Quelque chose comme ça, à tout casser, à peu près. Là, on parle de combattants. Un, il a presque 30, l'autre presque 40 combats. C'est plus trop, tu vois, il y a moins de place au fantasme quand tu as 28 victoires sur 28 combats, 38 victoires sur 38 combats, tu vois, ça commence à être compliqué. Mais après, moi, ça m'étonnerait énormément qu'il y ait vraiment une domination d'un côté des deux. Si un des deux domine, ça m'étonnerait vraiment fortement. Quand je vois les combats des deux, les deux, ce qu'ils font sur le ring, je trouverais ça étonnant. Mais je tiens quand même à mouiller un peu. Si quelqu'un doit dominer, moi, je vois Terence Crawford dominer. Mais dominer sans forcément être dangereux, sans forcément sentir un Errol Spence qui va se faire stopper. Juste dominer plus sur la touche. Toucher, tourner, fuir et vraiment annihiler ce côté destructeur d'Errol Spence qui, comme un robot, en fait, va rentrer, va envoyer. Et au round 10, t'en peux plus. En fait, tu mets un genou à terre.
Bah, ouais. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité qu'on ait une trilogie ou un combat qui va ressembler à Canelo Golovkin? C'est-à-dire une Ouais, trilogie où il y a pratiquement 3 matchs nuls et qui vont s'enchaîner. Est-ce que vous pensez que c'est pas une possibilité qu'il y ait un très bonne draw question. ou alors qu'il y ait un match nul ou qu'il y ait Très ce bonne genre de question. confrontation? Bah, comme l'a très bien souligné Karl, les deux ont de très bons fondamentaux. C'est ça qui est compliqué. C'est que l'autre, avec l'école d'Eric James, il a des fondamentaux, c'est un robot. C'est-à-dire que Errol Spence, c'est un robot. Et il fait partie de l'école où Jermel Charlo, hein, comme Jermel, hein, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas. En plus, maintenant, son camp, ça a Jermel qui va affronter Canelo en plus. Qu'est-ce que c'est que cette année-là? C'est une année folle. C'est une C'est année folle. incroyable. C'est une année folle. Donc, on en parlera, hein, le clan de Jermel, hein, qui, justement, ils sont situés à Dallas avec Derrick James. Il y a Ryan Garcia et Anthony Joshua qui ont rejoint le camp pour une raison. C'est-à-dire que si Ryan Garcia a rejoint ce camp-là et si Anthony Joshua l'a rejoint, c'est parce qu'ils savent que les fondamentaux qui y sont enseignés sont solides. Tout simplement. C'est les fondamentaux de Derrick James, le coach actuel d'Errol Spence, qui ont séduit ces boxeurs. Et quand on sait que Errol Spence, avec des fondamentaux aussi solides, va affronter quelqu'un qui est, lui, c'est une perle rare. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a Bomac, donc Brian McIntyre, le coach, hein, qui est assez, on va dire, gros d'esprit et de physique, qui est le coach de Terence Crawford, qui lui aussi a trouvé, on va dire, cette perle rare, qui n'a pas assez de crédit pour avoir emmené Terence Crawford là où il est, mais il a aussi de très bons fondamentaux, Terence Crawford. Et moi, je vais aller dans le sens légèrement, c'est pour mouiller, de Karl, c'est que si je vois l'issue de ce combat, de ce premier combat, parce qu'après, il y aura des ajustements phénoménaux. Il faut savoir qu'à chaque round, les deux ont cette capacité d'ajustement. C'est pour ça qu'il y en a un qui est unifié et que l'autre qui a été totalement disputé dans la catégorie d'en dessous. Ça va être un jeu d'échecs magnifique, une guerre magnifique. Et je ne vois pas je vois pas ce combat terminer rapidement, mais je vois, moi, un docteur stoppage dans les late rounds et je vois malheureusement le physique de Errol Spence un peu plus, malgré l'âge, hein, malgré qu'il soit plus jeune, à cause de cet accident, à cause de certains facteurs extérieurs, je le vois légèrement plus diminué que Terence Crawford, sachant que les deux arrivent à un stade où c'est compliqué. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, là, je vois, on va dire, Terence Crawford gagné par Dr. Stoppage parce que il s'est passé quelque chose au niveau du visage. Voilà, au niveau, il y a eu des stigmates. C'est-à-dire que soit c'est entre guillemets fausse dent, il y en a eu une qui a sauté à force de s'envoyer des gros points comme ça, parce qu'il faut savoir qu'Ougas, il a eu du mal. Hein. Ça, tu confirmeras ça, Massi. Errol Spence, c'est pas quelqu'un qui prend énormément de coups en combat. Non, d'ailleurs, c'est un profil intéressant. Si t'en prends et que tu sais pas comment réagir, c'est là le problème. Exactement. Et c'est ça qui m'inquiète, moi. Je l'ai jamais vu vraiment amoché ou autre. Errol Ou Spence. aller sous l'eau. Ou aller sous l'eau. Terence Crawford, je l'ai déjà vu dans plusieurs combats, avoir un œil ici comme ça fermé, légèrement, avoir truc, mais ça ne l'a jamais embêté. Est-ce que, en prenant cette fois-ci ce coup-là, ce point dur, à plusieurs reprises sur 10 rounds, en avançant et en voyant qu'il n'y a pas ce cassage mental qu'il a l'habitude de retrouver chez tous ses adversaires, pour moi, ça va être simple. Ça va être un doctor stoppage. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre. C'est le premier qui blessera le plus l'autre. Mais il n'y en a aucun qui va abandonner. Il n'y en a aucun qui va tomber KO, selon moi. Et j'ai tendance à favoriser un doctor stoppage du côté de Terence Crawford qui l'emporterait. Bien évidemment, là, on l'aura compris. C'est s'il y a un slow starter, il a perdu. Celui qui commence en retard, il aura perdu. Mais tu as souligné un point qui est très important, hein, qui est le fait, justement, Cédric Doumbé, il en parlait, qui est le fait d'aller sous l'eau. C'est-à-dire que même pour un boxeur amateur ou un boxeur professionnel de seconde zone, d'accord, tu es un très bon boxeur, mais demain, ton arcade, elle explose ou ton œil, il se met à gonfler, tu as un œil de pigeon, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Parce que c'est aussi ça, la boxe. Et quand on a des boxeurs qui sont très dominants, comme le sont Errol Spence et qui n'ont pas cette habitude-là, c'est quelque chose qui peut lui arriver contre Terence Bud Crawford et il y a des probabilités pour que ça lui arrive. Comment est-ce qu'il réagirait si ça lui arrive et s'il n'y avait pas de prédécesseur? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des... Bon, après, je ne doute pas que ses camps d'entraînement soient extrêmement durs, ce n'est pas le souci. Ouais. Mais moi, dans mon entourage, dans mon entourage de boxeurs, il y en a il y en a quelques-uns que j'identifie, qui sont très dominants à l'entraînement, qui ont toujours été très dominants, qui sont très dominants dans certaines compétitions. Et la fois où ils ont eu affaire à même pas des boxeurs qui étaient plus forts qu'eux, mais des boxeurs qui ne les respectaient pas, des boxeurs qui n'avaient pas cette impression par rapport à eux, ils se sont chiés dessus à l'instant T. Ouais. Quand je te dis ils se sont chiés dessus, c'est-à-dire qu'ils ont déjoué dans leur combat. Parce que pour une fois, ils tombaient sur quelqu'un qui les... Et c'est pour ça que, par exemple, c'est bien de changer de salle. Parce que quand tu es dans une salle de boxe et que tu es le plus dominant,
tu as des mécanismes avec certaines personnes, tu es habitué à certaines choses. Et quand tu bouges et quand tu vas dans une autre salle de boxe et que d'un coup, tu arrives dans un endroit où personne ne te connaît et les gens n'ont pas d'a priori par rapport à toi, c'est là que tu progresses. Et bon, ça, c'est dans le monde des salles de boxe. Mais dans le monde de la compétition, est-ce que ça lui est arrivé justement d'arriver sous l'eau? Quel combat serait la référence? Par exemple, Floyd Mayweather, c'est le combat contre Sugar Ray, Shane Mosley, Sugar Shane Mosley. Ouais. Là où il va sous l'eau, il y a vraiment son combat référence à ce niveau-là. Ouais. Errol Spence, c'est quel combat référence? Bon, peut-être qu'il n'en aura pas besoin, on lui souhaite. Mais c'est vrai que c'est un point, pour moi, j'y avais pas pensé. Si demain il a un œil de pigeon, si demain il a une arcade qui s'ouvre, où il est dominé, il a quoi comme référence dans ses combats pour réagir? C'est intéressant. Non, mais ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. Et il y a deux choses, en fait. C'est déjà, donc ça, c'est un petit facteur, un petit point de danger sur lequel faudra garder un œil. Il faudra voir comment il réagit s'il perd, tu vois, la première moitié du combat, comment il va réagir dans la deuxième moitié. Mais ça veut aussi dire que ce mec est ultra dominant. Ce mec a rarement eu besoin d'aller sous l'eau et de montrer l'âme de champion qu'il a pour gagner. Souvent, c'est simple, c'est un rouleau compresseur. Il roule sur ses adversaires. Des fois, j'avoue, des fois qu'il slow start un peu. Il est un peu derrière sur les ponts et en fait, après, il s'active et après, c'est fini. Mais là, faudra vraiment, comme dit Sigma, il a très bien souligné, il faudra vraiment pas qu'il laisse passer les premiers rounds, qu'il les donne trop à son adversaire, sinon ça va être compliqué pour lui. Ça va être très compliqué. Surtout qu'en face, moi, je tiens à vraiment souligner, en face, tu as un mec, la palette technique qu'il a dans ses mouvements, dans ses head movements, dans ses guards, comment il switch durant certaines phases, en 3 minutes, tu le vois switcher 5 fois, le mec. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il c'est un fighter. En fait, dans le match-up, il est plus adaptatif, Crawford. Il va pouvoir peut-être plus s'adapter à comment il va mieux réagir à comment il va l'attaquer, Crawford. Spence. Donc je sais pas. Moi, je vois un léger avantage technique, tu vois, de Terence, mais après, en face, il y a un rouleau compresseur. Il y a un mec sur un mauvais coup, une côte cassée, le foie, c'est compliqué. Est-ce que dis-moi, c'est que moi si je me trompe, c'est pas Errol Spence qui a déjà cassé le bras à un mec en lui tapant dans le bras, dans sa garde? Je sais qu'il y a. Non, c'est pas lui. Non, c'est Danny Garcia qui a pratiquement arrêté la carrière de Kisterman. Ok, d'accord. Pour moi, Errol Spence, c'est un combattant qui peut faire ça. C'est de cette force-là. Il peut te taper dans l'épaule, te briser l'épaule. Pour moi, c'est ce type de combattant. Ouais, totalement. Bien sûr, oui, non, c'est un destructeur. C'est-à-dire que oui, Danny Garcia qui a envoyé, malgré avoir perdu le combat, hein, il a envoyé littéralement à la retraite presque un Kisterman en lui mettant des crochets répétés dans l'épaule et il lui a complètement détruit le bras, tout simplement. Il lui a annihilé le bras. Et je tiens à rappeler un fait, ça c'est un fait, c'est que les frères Charlot ont eux deux dit que c'était un des sparring partners qui tapait le plus fort qu'ils ont jamais vu de leur vie, enfin qu'ils ont jamais affronté en sparring, Errol Spence, sachant qu'il est une caté en dessous quand même. Donc voilà. Je tiens à le souligner que deux grands champions comme les frères Charlot ont témoigné que c'est leur adversaire de sparring qui a frappé le plus fort qu'ils ont senti. C'est ça, exactement. Et en parlant de sparring, justement, c'est bien pour faire cette transition, pour clôturer cette analyse sportive. J'ai une question à vous poser parce que on sait que là, on a quelqu'un qui boxe en garde de southpaw, en garde de gaucher, en la personne d'Errol Spence. Et on a un Terence Crawford qui est un switcher, qui est à l'aise des deux gardes. Niveau Terence Crawford, on a des images des réseaux sociaux qui remontent actuellement, et j'en ai parlé dans le dernier documentaire, hein, les stories du GOAT, Shakur Stevenson, qui apparaît juste ici. Shakur Stevenson qui prépare sérieusement un Terence Crawford. Est-ce que vous pensez que Shakur Stevenson, qui fait partie aujourd'hui, de manière, ça peut se débattre, hein, fait partie si ce n'est le meilleur gaucher actuel en boxe anglaise d'un point de vue technique intrinsèque pur, est-ce que vous pensez que le fait qu'ils mettent les gants de manière dure avec Terence Crawford et que de l'autre côté, on ait un Errol Spence qui n'a pas forcément cet atout-là, c'est-à-dire une personne avec la même palette technique que Shakur Stevenson, qui puisse mettre les gants avec lui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Frank Martin, mais Frank Martin, c'est quoi? C'est un gaucher. Et on sait qu'il a boxé hier soir, il a gagné de très peu. C'était très, très, très compliqué. Il n'a pas vraiment dans son camp de personnes autour de ce poids-là qui peut l'aider de la même manière que Shakur aide un Terence Crawford. Est-ce que vous pensez que les sparring vont jouer un rôle, notamment celui que je viens de citer, un rôle déterminant dans ce combat-là? Et je pose la question à Massi.
La question, ça va être quel va être le scénario de ce combat et qui va dicter le scénario de ce combat. Est-ce qu'il y en a un qui va choisir la technicité, l'autre va choisir la confrontation qui va être pure et dure? Shakur Stevenson, hein, moi je suis d'accord avec toi, je le dis, c'est pas Devin Haney le prochain Floyd Mayweather, c'est Shakur Stevenson. Merci. Devin Haney, je dis pas que c'est une imposture parce que c'est un manque de respect de dire qu'un boxeur est une imposture à ce niveau-là, mais je pense qu'on va vite voir que Devin Haney et pas celui enfin c'est pas que c'est pas celui qu'on veut nous vendre, mais c'est pas le prochain Floyd Mayweather. Dans son combat contre Lomachenko, qui vole pas non plus. Lomachenko est vieillissant. Il n'a pas battu de ouf. Il mérite la victoire, il n'a pas battu de ouf. Et si il y a une confrontation qui a à faire dans ces catégories-là, et si dans ces catégories-là, ça se rencontre, on va voir qu'il va être. Il n'est pas le numéro un. Shakur Stevenson, pour moi, c'est vraiment le prochain Floyd Mayweather. La question, c'est que certes, oui, si il a des sparring de qualité supérieure techniquement à ceux justement de Errol Spence, ça va lui donner un avantage technique sur la préparation du combat. Mais quelle va être l'issue de ce combat-là? Parce qu'il y a aussi, il y a aussi l'ego qui va venir jouer. Terence Bud Crawford, il a peut-être l'image, l'illusion que c'est le plus fort, qui peut coucher n'importe qui dans sa catégorie. S'il est confronté durement par Errol Spence, est-ce qu'il va se recroqueviller dans un combat est-ce qu'il va se recroqueviller dans sa technicité ou est-ce qu'il va aller à l'affrontement physique, justement? On peut être biaisé aussi par ça, par ça à un instant T. Bon, après, ils sont très calmes, ils sont d'un haut niveau. Moi aussi, je me disais quoi? Je me disais, oui, John Jones, pour faire le parallèle avec le MMA, John Jones, il va essayer de tester son Muay Thai avec Cyril Gane pour faire la guerre d'ego. Non, John Jones, il a eu une occasion et il l'a soumis et salut. Et bonne soirée. Quel va être le tournant de ce combat-là? Parce que comme le disait Karl, si Errol Spence frappe et qui casse le bras de Terence Crawford dans le combat, qu'est-ce qui se passe? Si Terence Crawford prend un knockdown à la 4e reprise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va invoquer? Est-ce qu'il va continuer à sa technicité? Est-ce que toi, tu dis en plus que Terence Crawford est quelqu'un qui avance à un instant T ou est-ce qu'il va rentrer dans cette guerre physique? Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que quand on a des sparring partners comme Shakur Stevenson, forcément, techniquement, on a un avantage. Maintenant, je nuancerai sur le fait que, parce qu'il faut toujours nuancer, on peut pas avoir comme disait Karl, on peut pas avoir un avis certain sur le combat. Et moi-même, au moment où je te parle, je suis en train de changer d'avis, je suis en train de me dire, mais je suis en train de penser à certaines choses et je me dis, oui, mais ça rentre en contradiction avec ça. Tout va dépendre du scénario du combat et qui va imposer le scénario du combat à l'autre. Est-ce qu'on va être dans une guerre physique où ça va être le premier qui lâche, où les deux égos des boxeurs vont être en jeu, ou est-ce qu'on a un Terence Crawford qui va dire ben moi j'ai ces avantages dans ça et je vais jouer ces avantages dans ça. Et même s'il joue dans ça, s'il y a un instant T où Errol Spence lui impose quelque chose physiquement et que lui veut répondre justement derrière ça, que va-t-il advenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Terence va réussir à le surdominer ou est-ce qu'il va rentrer dans le jeu d'Errol Spence? Il y a tellement de scénarios, il y a tellement de choses. C'est excitant à un point qui n'est pas possible. Écoute, moi, je tiens à dire que je crois fortement en la défaite de Crawford s'il rentre dans le jeu d'Errol Spence. Pour moi, il ne doit absolument pas rentrer dans ce jeu-là. Pour moi, si on retrouve sa mentalité face à Sean Porter, ça veut dire Terence Crawford se fait toucher, de l'orgueil, de l'ego, vite, il veut retoucher vite. Et on le voit, en fait, même dans sa expression, on voit que ça l'énerve, ça le titille un peu. Je pense qu'il s'expose à un gros chaos, à un méchant chaos s'il fait ça. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'il soit discipliné du round 1 au round 12. Ça doit être discipline, ça doit être focus sur le game plan et pas rentrer dans ce jeu-là de tu m'as touché, il faut que je te touche 2 fois plus. Tu m'as touché une fois, je vais te toucher 2 fois. Parce que ça, c'est très, très dangereux. Ça, c'est s'exposer à un méchant chaos pour moi. Je ne vais pas le comparer à Ryan Garcia du tout. Hein. Pour moi, là, il n'y a rien à voir dans le niveau. Mais Ryan Garcia, à un moment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il s'excite un peu. Hop, contre knockdown, direct. Ouais, non, il ne faut pas qu'il rentre dans ça, Crawford. Il ne faut pas qu'il s'excite dès le début. Mais je pense qu'il c'est quand même un combattant avec énormément d'expérience. 39 victoires sur 39 combats. Je pense pas il va d'un coup disjoncter à son 40e combat et faire ça. Je pense qu'il va, si tout se passe bien, il sera dans son combat focus. Et il faut juste qu'il fasse attention à je me fais toucher, c'est pas grave. Composure, je reste dans mon combat et je vais pas commencer à m'aventurer dans des assauts un peu risqués. Non, il faut qu'il fasse attention quand même. Ça, c'est intéressant. Alors, avant de passer sur l'analyse politique, déjà, les GOAT, dites en commentaire, votre avis là-dessus, parce que vous avez vu que c'est très partagé, c'est très, très, très compliqué pour donner un vainqueur. Moi, je reste, pour l'instant,
sur ce pronostic comme ça, vous l'avez. Je pense que ça va finir en late doctor stoppage, en arrêt du médecin tard et victoire de Terence Crawford. Je pense que ça va être ça. Karl, toi, tu restes sur quoi pour l'instant avant que je passe juste à la suite? Moi, je vois Terence Crawford gagner au point dans un combat malgré tout serré. D'accord, de toute façon, il y a un Dans un rematch. combat très serré. Il y aura un rematch. Massi, toi, tu vois quoi? Même si là, c'est compliqué. Comme ça, moi, les gens, ils ont un peu une Moi, vision. franchement, là, Si tu devrais te mouiller. je suis entièrement d'accord avec toi. La logique voudrait que Terence gagne. Mais moi, si je me mouille, j'aime bien être joueur. Je mettrai une pièce sur Il Errol faut. Spence. Exactement. Voilà, donc Errol à la décision. Bah, c'est magnifique parce que je pense que c'est vraiment la durabilité des deux qui va être le facteur. Maintenant, là, ce qui est assez intéressant, c'est de l'aspect politique. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien parfois quand je fais ce genre de débriefs-là sur la chaîne. Il y a eu plusieurs conférences de presse qui ont eu lieu dernièrement pour promouvoir ce combat. Et on a vu des sorties assez intéressantes, notamment de la part d'Errol Spence, même si Terence Crawford aussi. Hein. On a vu qu'ils sont beaucoup joués sur la joute verbale avec de métaphores assez drôles et sympathiques, etc. Big fish, je vais griller le poisson, etc. Je vais te sortir de l'eau, tu ne pourras plus respirer, nanana. Il y a eu une sortie qui a été assez intéressante de la part d'Errol Spence, qui, justement, à l'image d'un Floyd Mayweather, a plusieurs fois critiqué, notamment durant ses conférences de presse, les fédérations de boxe. D'une part, à propos du pourcentage qu'elles récupèrent sur les bourses de leurs champions après chaque défense de titre, mais aussi le fait qu'il y ait trop de ceintures en boxe anglaise. Et à la suite de ces sorties médiatiques, il y en a beaucoup qui ont dit « Ah bah maintenant c'est mort. Errol Spence, il n'aura plus le droit, il sera obligé de gagner avant la limite, sinon c'est sûr qu'il ne gagnera jamais à la décision. » Bien sûr, en parlant du joli sport du noblard dans lequel il n'y a pas de corruption. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Voilà. La IBA, elle ne vient pas du tout d'être exclue, Voilà. Il n'y a pas de exclue du corruption. comité Là, on olympique. parle dans un sport où il n'y a pas de corruption, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette logique-là, je trouve que c'est comme avec le docteur, comme avec coach Fabrice Alouche, j'aime bien parler justement et finir là-dessus de cet aspect politique. Après ces sorties médiatiques, entre guillemets, ces sorties-là, est-ce que vous pensez que justement ça peut porter préjudice à Errol Spence et que maintenant, il a un peu moins le droit de gagner la décision qu'un Terence Crawford et il faut vraiment qu'il aille chercher le finish sur ce premier combat. Est-ce que vous pensez que ça va jouer ou pas, sachant qu'on sait que ces institutions à la WBA, c'est la première qui a été créée, elle a été créée en 1962, ensuite qui a été suivie par la WBC en 1963. On sait que c'est elle qui choisit les commissions, donc Nevada et autres, pour commissionner tous ces juges. On sait que récemment, il faut en parler, Devin Haney, Lomachenko, ce fameux Dave et autres, tous ces juges-là qui, on va dire, sont connus, réputés pour des décisions, on va dire, assez spéciales. Voilà, je vais rester comme ça. Des décisions assez spéciales, je dirais pas maison, mais assez spéciales. Est-ce que vous pensez que là, ça va entrer en jeu potentiellement à la défaveur d'Errol Spence après ces sorties médiatiques qui ont énormément fait parler il y a de ça quelques semaines aux États-Unis? Mais pour moi, forcément, on a eu le cas, pour faire encore une fois un parallèle avec le MMA, le cas Francis Ngannou, qui a été la voix qui s'est levée pour les combattants. Il a critiqué la faible rémunération des combattants, il a critiqué le manque d'assurance, il s'est dressé comme un ambassadeur des combattants. Pour moi, les fédérations, elles auront tout intérêt, si Errol Spence réitère à ce genre de déclaration, à tuer l'animal dans l'œuf, justement, à ne pas le laisser éclore. Bon, il y a eu une déclaration qui est isolée. Errol Spence, c'est pas n'importe qui. Quand il critique, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Il y a beaucoup trop ça revient souvent quand on critique le noblard. Il y a beaucoup trop de fédérations, on n'y comprend plus rien. Il y a un champion par intérim, un super champion. Et champion et super champion, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est Pokémon? C'est quoi le délire qu'on voit ça? Normalement, il y a un champion, il n'y a pas de super champion. On le sait, la boxe, il y a une multiplication des catégories de poids. À l'intérieur des catégories internes, ça peut aussi mettre en avant certains combattants. Mais on a plusieurs dénominations qui portent la confédération sur certains champions. On a des ceintures qui viennent de toutes parts. Le fait qu'il critique ça, pour moi, à un instant T, sa déclaration isolée, bien sûr, elle ne le disqualifie pas. On va avoir des juges qui vont donner une décision qui va j'espère, refléter ce combat, même s'il y a toujours des décisions. Par exemple, quand tu prends le combat Saúl Alvarez contre Erislandy Lara, Alvarez a perdu le combat. Mais comme il y a Oscar De La Hoya, il le gagne. Bon, là, c'est des combattants qui ont à peu près une fame qui est similaire.
ces deux combattants qui sont bankable, qui font de l'argent. Pour moi, si Errol Spence réitère ce genre de déclaration, ça va être clairement pris en compte. Parce qu'un Errol Spence, c'est super dangereux. Hein, et si nous, on se le dit, il y a des gens dans les fédérations qui en parlent, qui font des réunions à ce sujet-là. Imaginez-vous un Errol Spence qui détrône Crawford, donc qui se place qui se place comme un des meilleurs boxeurs de notre époque et qui prend la parole en faveur du fait qu'il y ait moins de fédérations et qui prend la parole contre ces mêmes fédérations. C'est un danger énorme, justement. Donc, pour moi, peut-être qu'en cas de combat serré, il va le payer. C'est ça. Exactement. Et Karl, avant de te donner la parole, je précise même, en plus du fait qu'il y ait d'autres fédérations, ça vient de me revenir, j'ai oublié de vous le dire, il a surtout précisé, vous voyez, parce qu'à chaque défense de titre, les champions payent 3%, un pourcentage, de leur bourse aux sanctioning bodies, WBC, IBF. C'est-à-dire que lui, Errol Spence, à chaque défense de titre, il paye aux 3 fédérations. C'est-à-dire que sa bourse, elle est complètement bouffée. C'est pas malin de sa part à cet instant. Il aurait dû attendre qu'il gagne. Ou alors. Et là, il a dit une phrase. Et la phrase qui a fait polémique, vous savez, c'est laquelle? C'est qu'il a dit, et ces 3%, là, ils vont où ces 3%? C'est ça, en fait, c'est ça qui a été très, très, très critiqué parce qu'il a dit, quand on voit que des boxeurs qui commencent la boxe, qui ont un niveau excellent, mais qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de leur famille, pourquoi est-ce que moi, je vous donne de l'argent, vous faites quoi avec cet argent s'il ne va pas au boxeur? Et si c'est pas redistribué en plus. Exactement, si c'est pas redistribué. Et ça, parce qu'on critique beaucoup le système de Dana White et de l'UFC, mais il y a une base au moins. C'est-à-dire que tu rentres, au début, si tu rentres par la petite porte, tu as ton 10-10, tu as ton 20-20, etc. Là, il y a des boxeurs qui tu vas les voir en boxer sur parfois des sous-cartes de Showtime, etc. Ils touchent très, très peu. Très, 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 très peu. Et ils touchent potentiellement pas cette redistribution des champions qui vont justement, il a critiqué la même chose que Floyd Mayweather. Est-ce que toi, Karl, tu penses que ça peut, le fait d'avoir ouvert la bouche et d'avoir mis le doigt là-dessus, ça peut être un danger potentiel en cas de combat très serré à la décision? Franchement, moi, tu vois, je suis pas. C'est vrai que sur l'aspect politique, tu vois, enfin, par rapport à l'historique et tout, j'ai moins de connaissances, je connais un peu moins comment ça se passe, même en général, comment l'organisation autour de la boxe anglaise avec les fédérations, les ceintures, tu vois, je m'y connais moins, mais c'est vrai, juste comme ça, pour un premier comme ça un peu à chaud comme ça, je dirais que connaissant le passif, la corruption parfois, et tout ce qu'il y a autour de la boxe, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, la boxe, maintenant un peu le MMA aussi, mais surtout avant, la boxe, c'était le sport où on parlait le plus de cet aspect politique, où toujours il y avait des polémiques autour de ça. Il y a peu de sports où on parle autant de l'aspect politique. Et de grands sports, je ne sais pas, moi, on revient sur la NBA, on revient sur le foot, on peut parler d'aspect politique, mais c'est moins, on parle presque jamais de corruption. Le foot, ça dépend si on parle d'Italie. Voilà. Tu vois, mais la boxe, moi, c'est omniprésent. La corruption, ce juge, ce promoteur, ceci, cela. Ouais. Et c'est vrai qu'avec tout ce passif qu'a la boxe, et tout ce que j'ai entendu et tout ce qu'on connaît comme historique, passif, etc., je ne peux m'empêcher de croire qu'il y ait peut-être un match nul qui peut ne pas être un match nul et aller en la faveur des Crawford. Ça, c'est totalement possible, tu vois. Et sans parler de corruption, sans même de parler de corruption. Si on prend le combat, par exemple, Lomachenko contre Devinane, ce combat-là, moi, c'est une décision qui est politique. Bon, ouais. Moi, personnellement, sur le combat, je ne vois pas forcément Devinane perdre. Je ne comprends pas certaines personnes. Mais admettons que Lomachenko ait remporté le combat au niveau comptable. Quel intérêt y a-t-il à faire gagner un Lomachenko vieillissant face à un Devinane qui a 25 ans? Quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. On a un mec qui est en pleine ascension, qui va rapporter beaucoup d'argent derrière. On a un combat qui est serré. Pourquoi donner Lomachenko? Pourquoi derrière? C'est même pas, c'est du politique, mais c'est même pas caché. À ce niveau-là, il n'y a pas de corruption. Et pour moi, ça serait quelque chose qui ne serait pas masqué. C'est-à-dire que dans la logique d'un combat qui est serré, quand Errol Spence donne des raisons aux fédérations de s'inquiéter, pourquoi le faire gagner plutôt que donner le combat à un Terence Bud Crawford qui ne s'exprime pas sur le sujet. Pour moi, ça rentre même pas dans le... C'est plus de l'influence, du lobbying. C'est des choses qui sont totalement acceptées. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont données au plus haut niveau du gouvernement. Il y a ces mêmes paramètres qui rentrent en jeu. On dit oui, mais cette décision, elle va favoriser ça par rapport à ça.
Ces gens-là seront d'accord, pas d'accord, mais si on fait, c'est beaucoup plus du lobbying que de la corruption pure et dure. C'est pas une décision intelligente de la part, enfin c'est pas une décision. Ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Maintenant, s'il assume son rôle de militant, force à lui. Mais si c'est pas une déclaration intelligente. Pour moi, il faut attendre s'il était dominant, comme l'était Francis Ngannou par exemple à l'UFC, quand il avait la position de force, s'exprimer quand on est dominant, c'est ça. Là, tu es avant un combat. Potentiellement, ça peut se finir par un match nul, ça peut se finir par une décision serrée. Pourquoi tu dis ça à cet instant-là? Pourquoi? C'est ça. Après, peut-être qu'il est sûr de lui, peut-être qu'il sait qu'il va mettre KO son adversaire et On va que voir. tout va bien se Non, passer. Qui non, mais sait? je pense qu'il a surtout joué sur le fait qu'il allait avoir beaucoup de lumière sur ces conférences de presse-là. Et malheureusement, il n'y en a pas eu énormément à l'international, vu que ça a juste fait écho aux États-Unis. Donc je pense qu'il s'est, dans le cas de je vais dans le sens de Massy, c'est peut-être tiré une balle dans le pied. Il aurait peut-être dû attendre d'avoir Mika ou un Terence Crawford, et là de dire, ils vont où les 3%? Là, ça Ça aurait aurait plus été fait fort. sens. Ça aurait été fort. Hein. Ça aurait fait, Franchement, ça aurait fait plus sens que là, maintenant, peut-être se mettre en danger. Et là, maintenant, moi, je pense, hein, et moi, là, je vais donner mon avis sur la situation. Je pense que maintenant, il a plus le droit. Il va falloir que ce soit une domination totale face à Terence. C'est ça le problème. Est-ce qu'il va, pour qu'il gagne, c'est l'aspect, là maintenant on a eu l'aspect sportif et politique, pour qu'un Errol Spence gagne, selon moi, il faut que ce soit une domination totale. il a dit des choses graves quand même. Hein. Je pensais pas que c'était à ce point. Hein. J'avais entendu Non, parler de ça, mais je pensais pas que c'était. il a dit, Je pensais pas que c'était à ce point. la phrase qui a résonné, c'est où vont les 3%. En gros, il a laissé sous-entendre qu'il y a du blanchiment dans ces fédérations-là. Parce qu'à la rigueur, dire qu'il y a beaucoup de fédérations, dire que voilà, bon, ça c'est connu, c'est des critiques qui sont communes au Noblard. C'est pas, ça mange pas de pain. Mais dire où vont les 3%, pour moi, c'est grave de dire ça. Exactement. Et en plus, c'était juste à la fin. Il a pris le. C'est-à-dire que la fin de leur face-à-face où on avait Terence Crawford qui était en t-shirt, pas pour faire de la sponsor, mais pour voir c'était quelle conférence, en t-shirt Gucci, et l'autre qui était en mode smoking, t-shirt blanc. Et ben, ce face-à-face-là, après, au moment où c'est terminé, au moment où ils vont pour se séparer, tu as Errol Spence qui prend le micro et qui dit j'ai une dernière chose à dire. Et c'est là où il le dit. C'est là où il le dit juste avant la fin. Et c'est pour ça que ça a fait écho un peu théâtral. Et je me dis, bah là, pour le coup, et en commentaire, tu as tous les Américains, enfin, la majorité des gens, et spécialistes et tout, qui ont dit pour rigoler et parfois non, ah bah maintenant il est obligé de gagner par stoppage. Mais c'est super dangereux en plus, d'autant plus que si on prend par exemple le parallèle du foot, Mbappé, c'est un gamin qui a 23 ans qui met à genoux le PSG. Il met à genoux, il dit ce qu'il veut quand il veut, il pointe ce qu'il veut quand il veut, il fait ce qu'il veut quand il veut. Pourquoi? Parce qu'il est en position de force. De par sa force, de par son talent, il peut dire ce qu'il veut. Et avoir un sportif, une personnalité dominante dans une structure, on l'a vu avec Ngannou, hein, c'est super dangereux. Ngannou est en train de mettre en danger la suprématie de l'UFC. En signant au PFL ou en prenant les positions qu'il prend, il met en danger la suprématie de l'UFC. D'accord. Est-ce que, par exemple, si Ngannou, par exemple, il avait pris ses prises de position avant son combat contre Stipe Miocic, s'il y a un combat à la décision contre Stipe Miocic qui est neutre et qui a une décision partagée, est-ce que l'UFC donne gagnant? C'est exact. Est-ce qu'ils vont donner gagnant un mec qui se tait, qui prend ses sous et qui rentre chez lui? Ou est-ce qu'ils vont donner un mec qui dit mais comment ça se fait qu'on n'est pas payé à ce point-là? Comment ça se fait? Parce que bon, t'as perdu, les gens t'oublient. On ne suit pas des gens qui sont dominés. Vas-y, Caro. J'ai envie de dire que théoriquement, c'est pour ça que de base, hein, théoriquement, les juges sont censés avoir aucun lien avec l'organisation qui organise l'event. Bien sûr. Maintenant, ça c'est de la théorie, on ne sait pas, tu vois, on n'est pas dans les coulisses, nous. Voilà. Pour finir là-dessus, en plus, et j'appuie sur ce que tu viens de dire, hein, en parlant du cas Francis Ngannou, là, le fait qu'il vient en plus d'obtenir le combat face à Tyson Fury, les gens ont dit que Francis Ngannou venait de mettre KO Dana White et l'UFC. Et je suis tout à fait d'accord. Là, avec ce qui vient de se passer, c'est encore plus dangereux pour eux. C'est-à-dire que maintenant, tu peux te lever face à cette grande institution qui est Endeavor et l'UFC, partir en tant que champion parce que tu es le plus fort, signer ailleurs en tant que président combattant, et en plus prendre le big money en faisant un crossfight avec la boxe anglaise. Et là, le message qui est renvoyé par l'opération réalisée par Francis Ngannou est compliqué d'un point de vue soft power pour Dana White et l'UFC. Le prochain, ils ont intérêt à le tuer dans l'œuf. Ouais, exactement. Parce que là, ils ont laissé passer quelque chose de fou. Hein. Avec Francis Ngannou, ils ont laissé passer quelque chose de fou. Bah, écoutez les GOAT, là je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo-là. Peut-être on en fera d'autres sur peut-être le Stephen Fulton qui arrive rapidement, ou on verra. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les gars, sur ce gros méga fight-là? Parce que je pense qu'on a balayé l'aspect sportif et politique. Très bien d'ailleurs l'aspect politique. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Franchement, il n'y a rien à rajouter à part que
Au final, on pourra dire ce qu'on veut, débriefer sur ce qu'on veut. Nous, on reste des fans de la boxe. On est vraiment plus qu'heureux que ce genre de confrontation ait lieu. On sera devant notre écran, comme il faut avec nos popcorn le jour J. Et voilà, on va juste déguster un combat d'anthologie, c'est sûr. Magnifique. À rajouter, sportivement, on est tous indécis, on a des milliers de scénarios qui nous tournent dans la tête et je pense que c'est pour ça que notre sport, il est beau. Et comme le dit Karl, on va être devant notre télé, on va regarder ce qui va se passer. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a ce soupçon d'incertitude qui fait qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer à l'instant T. On a deux personnes qui sont tellement dominantes dans leur sport qu'on a vu dans des situations tellement dominantes qu'on a du mal à voir le combat basculer d'un côté ou de l'autre, même si on a des arguments pour dire ça. Politiquement parlant, il y a des aspects politiques, et tu en as parlé. Le fait de cette déclaration, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, d'autant plus quand tu sous-entends quelque chose d'aussi grave qu'il y aurait de la corruption dans les fédérations avant un gros combat. Pour moi, c'est révélateur d'un nouvel élan dans la boxe anglaise. On a vu Ryan Garcia contre Gervonta Davis. Là, on a Errol Spence contre Terence Crawford. On va avoir bientôt on va avoir bientôt les Charlo contre Canelo. On a en pratiquement un printemps et en été autant de gros combats qu'on a eu ces 4-5 dernières années et c'est quelque chose d'incroyable et c'est magnifique pour notre sport. Et pour moi, justement, le fait qu'il y ait cet élan et les retombées économiques qu'il va y avoir et les retombées en termes de soft power vont pousser les promoteurs à se faire s'affronter les boxeurs. On sort d'une ère bloquée, on sort de l'ère Mayweather-Pacquiao où on a deux boxeurs qui ont eu un monopole, où on a eu une catégorie poids lourd qui était éteinte. On a eu deux boxeurs qui ont eu un gros monopole. Là, on a une catégorie poids lourd qui revit avec Tyson Fury, avec Anthony Joshua, même s'il y a des verdicts qui ont été donnés, et avec Deontay Wilder. Usyk aussi. En plus de ça, on a des jeunes qui arrivent, on a Dubois, on a Joe Joyce. Joe Joyce qui est plus très jeune, on a l'impression qu'il est jeune parce qu'il est passé pro. Le mec, il a bientôt 40 ans, le mec. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il est jeune. Hein. J'entends Joe Joyce, je dis, mais il a bientôt 40 piges, le mec. Enfin bon, ils ne montrent pas de signe d'âge apparent. Et on a des combats dans les points moyens, points melteurs qui sont super intéressants. Pour moi, c'est magnifique, c'est incroyable. J'attends de voir ça. Je vous remercie de m'avoir invité de discuter avec vous. Ça a été un grand plaisir de vous rencontrer et de discuter en direct avec vous. C'est un sujet qui est passionnant et j'aurai plaisir à échanger par la suite avec vous si vous le désirez. Je salue notre ami commun et en tout cas, j'ai une chose à dire. Vivement le 29 juillet et vivement les popcorn, comme le dit Karl. Exactement. Magnifique mot de la fin. Sur ce, n'hésitez pas à aller follow Original Fight Spirit sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, toutes les plateformes dans lesquelles il est. Travail excellent, vous verrez. De magnifiques anecdotes parfaitement contées et narrées. C'est très, très beau à écouter, à voir et à regarder. Sur ce les gars, je pense que je peux vous dire le mot de la fin. Peace, les gars. Salut à tous. Way to go.